Nous sommes de retour sur le plateau d'Inclusion for Change pour parler de l'insertion professionnelle des jeunes issus des QPV. Et pour cela, nous accueillons aujourd'hui Aziz Seni, présidente de Quartier d'Affaires, et Khadija Nemri, directrice de l'école de la deuxième chance de Nantes-Saint-Nazaire. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonjour, Bonjour. pour l'invitation. Aziz Seni, bonjour. Vous êtes sans cesse au contact de jeunes issus des QPV et d'entreprises. Que vous disent les entreprises et institutionnelles de ces publics ? Qu'en est-il finalement de l'image de ces jeunes qu'on stigmatise encore beaucoup ? Écoutez, d'abord, il faut rappeler que l'emploi, ça ne se décrète pas, l'emploi privé. C'est la conséquence de la croissance et de l'investissement. Rappelez quelques chiffres, puisqu'on est sur Bismarck, une chaîne économique. C'est que 2% des investissements privés vont dans ces 1609 quartiers. Pas d'investissement, pas d'emploi. Il y a 250 000 TPE, PME qui sont installés dans ces territoires. C'est elles qu'il faut aider pour pouvoir recruter localement. Je pense qu'il faut sans cesse rappeler qu'on a 18% de chômage dans ces quartiers. Il faut mener une politique économique. Bien sûr qu'il faut travailler sur les parcours d'emploi, mais vous savez, quand vous trouvez un emploi et les dispositifs dont parlait tout à l'heure Maya fonctionnent très bien, la personne trouve un emploi, souvent elle quitte le quartier. Et depuis 40 ans, on a fabriqué des sas de pauvreté, 42% de pauvreté. Donc la réflexion qu'il faut mener, c'est développer une vision. Qu'est-ce qu'on fait de ces quartiers d'un point de vue économique à 20 ans ? Il nous faut une vision, un plan et une méthode. Et je crois qu'il faut regarder ça dans son ensemble. Khadija Nemri, bonjour à vous. 43% des habitants des QPV ont moins de 25 ans. Quelles sont les difficultés et les freins qu'ils et elles rencontrent pendant leur parcours et quelles sont leurs principales attentes vis-à-vis du monde du travail ? Alors, les principaux freins, alors non pas périphériques, mais majeurs à l'emploi, puisqu'on parle souvent de freins périphériques, sont des freins sur la mobilité. Je rappelle que 95% des offres d'emploi aujourd'hui demandent à ce qu'on ait un permis de conduire. Donc, c'est un vrai sujet. Nous avons également des freins liés à des situations économiques et pour les familles monoparentales qui touchent essentiellement les femmes, eh bien, des problématiques de garde d'enfants. Qui sont liés aussi à des trajets qui se rallongent quand ils trouvent de l'emploi, donc à 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc toutes ces problématiques-là aujourd'hui sont des sujets que nous travaillons avec les équipes pédagogiques pour les lever et aller vers l'emploi et stabiliser les jeunes en emploi, de manière à ce que l'entreprise ne soit pas impliquée ou responsable de ces sujets-là à un moment donné lorsqu'elle recrute ces jeunes. J'avais lu que l'école de la deuxième chance avait eu une très forte augmentation des demandes et un très fort taux de stagiaires ces dernières années. Vraiment beaucoup de nouveaux personnes dans les dispositifs. Comment vous expliquez cette augmentation de besoins d'accompagnement ? Alors, malheureusement, il semble que l'éducation nationale, voilà, en tout cas, de manière très structurelle, nous avons une fabrique quand même des inégalités, qui, sur certains lieux de vie qu'on appelle aujourd'hui territoires, et qui font que nous avons de plus en plus de jeunes qui décrochent, et donc qui arrivent vers des solutions et des dispositifs de solidarité comme l'école La Deuxième Chance, qui répondent à la problématique de remobilisation pour remettre en dynamique ces jeunes qui ont décroché pendant 1 an, 2 ans. Juste un chiffre, 550 demandes pour rejoindre l'école de la deuxième chance sur le bassin de la Loire-Atlantique entre Nantes et Saint-Nazaire, 287 jeunes accompagnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de répondre à la problématique qui est celle voilà, à laquelle nous sommes confrontés dans les candidatures. Okay. Khadija, je continue avec vous. On sait que les freins à l'emploi ou à l'entrepreneuriat, du reste, sont nombreux, à commencer par les discriminations raciales, le mépris de classe ou la glottophobie, c'est-à-dire la discrimination à l'accent. Le défenseur des droits a notamment publié que les jeunes d'origine maghrébine ou africaine ont 30 à 40% de moins, ce qui est considérable, d'obtenir un entretien que les candidats perçus comme français. Comment est-ce que l'école de la deuxième chance traite ces points avec les jeunes d'une part et avec les entreprises d'autre part ? Alors, déjà, ça fait à minima 40 ans qu'on fait des statistiques qui disent tout le temps la même chose. Et qui font tout le temps les mêmes constats de discrimination liée à l'ethno-raciale. Nous avons fait le choix d'embarquer les entreprises en les sensibilisant, en les formant à un management qui considère la fragilité au sein de l'organisation même.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décréter dans des politiques dites RSE, lorsque ça s'y prête, d'embaucher un certain nombre de jeunes qui cochent des cases un petit peu de fragilité, si vous ne formez pas les managers qui sont en charge de leur accompagnement au sein de l'entreprise. Et donc là, on est vraiment sur... Très bien, nous on fait le travail avec l'investissement public, mais c'est aux entreprises également de faire aussi le travail de formation de leurs managers et des salariés qui sont amenés à travailler avec les publics qui sont en recrutement au sein de leurs organisations. Aziz Seni, la même chose se pose, la même question se pose sur le terrain de quartier d'affaires. Comment est-ce que vous faites, vous, pour accompagner ça, aussi bien du côté des jeunes que du côté des entreprises institutionnelles ? Il y a déjà une discrimination territoriale, on le voit bien sur les chiffres économiques. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville n'ont jamais été perçus à travers le prisme du développement économique, ils ont été perçus à travers le prisme de la sécurité, de l'urbanisme, de l'action sociale, rarement à travers le potentiel économique. France Stratégie et l'Institut Montaigne chiffrent ça autour de 250 milliards. Vous vous promenez et vous côtoyez des chefs d'entreprise qui vous expliquent qu'ils ont des difficultés à recruter. Puis de l'autre côté, quand vous êtes sur le terrain, vous avez des jeunes et des moins jeunes qui ont du mal à trouver du travail. La banlieue n'a jamais été présentée à travers son prisme de potentiel économique, n'a jamais été structurée comme un produit d'investissement, n'a jamais été promu auprès d'investisseurs nationaux ou internationaux comme potentiel débouché. Moi, je crois beaucoup à l'argument de la rentabilité. Recruter dans ces quartiers, s'installer dans ces quartiers, je l'ai dit aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, c'est rentable. C'est rentable dans un contexte où on a du mal à recruter, c'est rentable dans un contexte où il y a 300 millions de mètres carrés de foncier stratégique dans ces territoires pour pouvoir installer des unités de production qui soient en phase, bien sûr, avec toutes les politiques écologiques, le reconditionnement, de la main-d'œuvre disponible. Donc je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire la promotion. Bien sûr, il y a l'argument du cœur, la République, les valeurs d'égalité, bien sûr. Mais je suis un chef d'entreprise et je pense aussi qu'il faut mettre en avant la froideur des chiffres et la rentabilité. Messieurs, mesdames les investisseurs, aller en banlieue, ça rapporte de l'argent. Et donc, Quartier d'affaires fait ça. Quartier d'affaires, nous travaillons avec une caisse à outils pour former les dirigeants de TPE-PME avec un partenariat avec une école qui s'appelle Audencia, donc un programme de labellisation de formation. Nous avons créé un label Made in Banlieue parce que le Made in Banlieue, c'est du Made in France. C'est dommage de devoir le rappeler. Nous l'avons créé avec l'AFNOR et avec les principales fédérations professionnelles des acheteurs pour pouvoir créer un tiers de confiance. Il y a aujourd'hui des obligations en matière d'achat responsable. Les grands groupes veulent être rassurés par rapport aux TPE-PME qu'elles pourraient faire travailler. Ces TPE-PME ont besoin de monter en compétence, de s'aligner sur les attentes de leurs futurs clients, que sont ces grands groupes, et nous avons créé ce label. Enfin, nous avons créé une centrale d'achat solidaire avec un groupe qui s'appelle Cantis pour pouvoir aider ces TPE-PME à acheter moins cher. Mais tout ça, ça sert à quoi ? Ça sert à faire une chose, c'est d'aider ces TPE-PME, 250 000, ça représente 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Souvent, on nous dit la banlieue coûte de l'argent. Rarement, ceux qui nous disent combien ça coûte nous disent combien ça rapporte. 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en aidant ces TPE-PME à grandir, eh bien, c'est de l'emploi qu'on offre. D'ailleurs, dans le label Made in Banlieue, il y a une obligation de recruter localement 25% des effectifs et de recruter des stagiaires et des alternants. Donc, il y a un impact social. L'impact social, c'est le développement économique au service du territoire. Moi, j'ai juste une question pour parfois aussi bien comprendre les choses, parce que je vois que ces initiatives, moi j'ai le sentiment qu'elles permettent de repérer les meilleurs. Et qu'on oublie une partie de la population. Si je prends l'exemple de Quartier d'affaires, est-ce qu'il n'y a pas un système qui fait que, oui, on va repérer ceux qui sont le plus entrepreneurs, le plus exposés, le mieux outillés. Et donc, on continue à créer un cercle vicieux qui oublie ceux qui n'ont pas les codes, ceux qui n'ont pas l'esprit entrepreneurial, j'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas un cercle un peu vicieux comme ça ? Je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que Quartier d'affaires s'inscrit sur une chaîne de valeur. Nous n'avons pas vocation à tout faire. Nous, notre sujet, c'est les entreprises de plus de 2 ans, de plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires et qui ont envie de se développer. Notre sujet, c'est d'aller trouver des investisseurs français et internationaux et de leur dire « Regardez par ici, venez vous y implanter ».
il y a compétences et main-d'œuvre disponibles, il y a du foncier intéressant, vous pouvez y gagner de l'argent. Que d'autres structures, je ne vais pas les citer, vous les avez tous cités, travaillent sur l'insertion, comme l'école de la deuxième chance, que d'autres travaillent sur la sensibilisation, comme les déterminés, les boutiques de gestion, on l'a dit. Chacun doit courir dans son couloir, et comme vous le disiez, on peut regretter qu'il n'y ait pas suffisamment de synergie entre ces différentes organisations. Nous, en tout cas, on l'appelle de nos vœux. Khadija Nemri, justement, pour rebondir sur ce point, comment est-ce qu'on fait pour sortir des dispositifs d'insertion et comment on sort d'un système qui finalement assigne, à certains égards, les publics à une catégorie à part? Comment est-ce que l'école de la deuxième chance contribue justement à aider cette sortie? Eh bien, déjà... Et déjà, effectivement, il y a d'abord l'amont. Alors, l'amont, c'est tout simplement voilà, de permettre à ces jeunes de retrouver une estime de soi. Quand on a connu un parcours où on nous a assignés, ou en tout cas où on assigne une certaine catégorie. Je rappelle que ce sont des concitoyens et des concitoyennes. On parlait tout à l'heure, à l'instant, ça a été évoqué, la République, qui est soi-disant une et indivisible. Eh bien, nous avons aujourd'hui à travailler sur ces sujets-là avec les jeunes que nous accompagnons pour pouvoir ensuite servir leur émancipation. Et les positionner comme des acteurs à part entière du monde économique. Nous n'avons pas aujourd'hui une posture de demandeurs. Nous avons une posture avec les jeunes que nous accompagnons et les équipes pédagogiques qui font un travail formidable, et bien de positionner et de faire connaître une offre aujourd'hui de recrutement qui est sur un territoire. Et donc nous avons un enjeu de connecter les deux, à la fois la demande, l'offre de compétences et l'offre de services, en tout cas l'offre d'emploi, qui est celle des entreprises de notre territoire. J'invite aussi les entreprises, on parle d'inclusion, j'invite les entreprises aussi à réfléchir à une stratégie de non-exclusion. Comment on sort un peu du curatif permanent et comment on travaille en parallèle à la stratégie de non-exclusion. Et je pense que ça, c'est une notion aussi qui serait très valorisante à la fois pour l'entreprise qui opère et pour les jeunes que nous sommes amenés à accompagner en responsabilité. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce que vous voyez des différences entre les jeunes filles et les jeunes garçons? Parce qu'on voit que dans les quartiers prioritaires de la ville, je crois que c'est les chiffres de l'Observatoire national de la politique de la ville, qu'il y a 10 points d'écart dans le taux d'emploi, que les femmes, elles font plus face à des emplois précaires. Je pense qu'il y a au moins 5 points de différence dans l'attribution de CDD, par exemple. Et voilà, est-ce que vous voyez les différences? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est différencié entre les garçons et les filles? Absolument. Ok. Absolument. Par exemple, c'est quoi un accompagnement différencié? Parce que je suis très preneuse. Alors, l'accompagnement différencié, c'est déjà de sensibiliser les jeunes femmes au travail et aux métiers non genrés. Enfin, les emmener vers des métiers qu'elles peuvent mobiliser sans que ce soit des métiers de soins sur lesquels elles sont systématiquement orientées. Et elles sont preneuses beaucoup plus facilement que la gente masculine. Voilà. Néanmoins, l'accompagnement est différencié, mais les inégalités, les discriminations sont malheureusement égales aussi pour les garçons. Les jeunes hommes sont quand même beaucoup plus discriminés aussi, parce que ce sont des hommes, parce que ce sont des jeunes qui sont d'une ethnie raciale, voilà, maghrébin ou de couleur noire. C'est les chiffres du défenseur des droits. Tout à fait. Donc voilà, mais nous faisons ce travail-là pour les accompagner vers des dynamiques différentes. Je voulais revenir aux moyens dont vous disposez. Les besoins sont énormes. Les moyens à déployer doivent être évidemment à la hauteur. Comment est-ce que les dispositifs que vous tenez sont soutenus par les politiques publiques ? Allez-y, je vous en prie. Très bien, merci. Alors, le modèle économique d'une école de la deuxième chance, donc déjà, c'est une association, loi 1901. Donc, son modèle économique est porté par les pouvoirs publics, d'accord ? Puisque nous sommes reconnus comme
d'utilité publique et nous avons une délégation de service public, il faut bien l'entendre, pour compenser les inégalités structurelles que subissent les jeunes que nous accompagnons. Donc nous avons un modèle économique qui est financé, puisque nous sommes un organisme de formation reconnu comme tel. Les jeunes que nous accompagnons sont des stagiaires reconnus comme de la formation pour adultes. Nous avons des financements des métropoles, donc Nantes Métropole, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, la Carène à Saint-Nazaire pour ce qui concerne le bassin nazérien, le département qui a aussi des enjeux notamment sur les jeunes ASE, accompagnement des mineurs sans parents, qui sont sous la tutelle du département, et également la région et l'État. La région, nous sommes très inquiets en ce moment. La région s'est retirée du dispositif de financement de l'accompagnement des jeunes. Et je suis personnellement et avec les équipes très inquiète de la situation que nous sommes en train de vivre sur le territoire de la Loire-Atlantique. Alors même que vous ne pouvez pas absorber la demande absolument. Pressante. Tout à fait. Et Aziz parlait tout à l'heure de chiffres assez significatifs dans le domaine qui est le sien. J'ai juste envie aussi de partager un chiffre qui est un jeune accompagné par l'école de la deuxième chance, un jeune non accompagné aujourd'hui, c'est 15 000 € de coût pour la société. D'accord. Un jeune accompagné par l'école de la deuxième chance, c'est un investissement de 6 000 € par jeune accompagné. Donc vous faites le delta, on est à 9 000 €. Vous multipliez par le nombre de jeunes que nous accompagnons. J'ai préféré, vous parliez tout à l'heure des dispositifs qui amenaient vers l'emploi entre 45 et 50% de sorties dites positives en emploi. Nous sommes, sur des ratios entre 60 et 70%. Et quand vous faites le ratio, vous évitez à la société un coût réel de 1,7 million sur une année. Donc, ne regardons pas ce que ça nous coûte, mais plutôt ce que ça rapporte par jeune. Donc 15 000 € par jeune, c'est quand même significatif. Tout à fait. Aziz, vous de votre côté, alors très très vite parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais comment est-ce que vous êtes soutenu aussi par les politiques publiques? Est-ce qu'il y a des choses qui... Alors très tôt, nous, 50-50, le ministère de la Ville via la NCT, le ministère de l'économie, parce que nous on fait de l'économie et c'est d'ailleurs un réflexe pavlovien. On parle de développement économique et souvent on nous renvoie vers le service social, la politique de la ville, etc. Alors qu'on est des chefs d'entreprise, payons TVA, URSSAF, etc., etc. Donc il y a ce réflexe institutionnel à nous renvoyer vers des services sociaux. C'est assez, ça en dit long sur cette perception du développement économique de ces territoires. Et nous avons 50% de financement via nos actions. Le label, nous le vendons. La formation, elle est prise en charge. Nous sommes certifiés Calliope et elle est prise en charge par les organisations, ce qu'on appelle les OPCO, les fonds de formation. Donc très tôt, nous avons voulu essayer de trouver un équilibre entre ce financement public et ce financement privé, parce qu'après tout, il nous faut aussi être indépendants. Aujourd'hui, ça se passe bien avec les gouvernements en place. Est-ce que demain, ce sera le cas? Il faut quand même penser à 3 ans, à 5 ans, et peut-être qu'il va y avoir du changement en 2027. Moi, j'ai peut-être une question pour chacun, si je peux. Peut-être qu'Adija, on a parlé du mentorat très vite, on a parlé de l'alternance. Est-ce que vous voudriez mettre l'accent, la lumière sur un dispositif qui vous semble prioritaire en 30 secondes? Par rapport à ce que nous faisons? Oui, pour favoriser l'emploi des jeunes dans les QPV. Un levier, vous voulez souligner un levier? Alors, par rapport à ma prérogative, mes missions, eh bien, poursuivre notre mission sociale, qui est l'école de la deuxième chance. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore de dispositif complémentaire et utile sur le territoire pour accompagner, je rappelle, des jeunes qui sont complètement cassés et complètement éloignés. Je vais juste terminer là-dessus. 40% concernent des jeunes accompagnés des QPV, 10 à 15% concernent le milieu rural, et le reste concerne toutes les classes sociales et situations géographiques. Donc c'est un dispositif complet. Et vous, Aziz, si vous aviez une demande à faire aux entreprises? Direction RSE, direction achat, appropriez-vous le label Made in banlieue, votre consommation, vos achats responsables, c'est de la commande pour ces TPE-PME, leur croissance, c'est la création d'emplois locaux. Donc ça a un impact. Ça a un impact direct et ça coûte 0 à la collectivité. Et verser la taxe d'apprentissage également, ça coûte 0 à l'entreprise. C'est le seul impôt obligatoire que l'entreprise peut choisir de flécher vers des organismes habilités à la recevoir. L'école de la deuxième chance aujourd'hui peut la recevoir, donc peut en bénéficier.
notre émission s'achève déjà, hélas. On aurait pu en parler encore pendant des heures. Je vous remercie infiniment, vous deux, pour ces échanges nourris qui, je l'espère, donneront envie aux organisations d'agir, de s'installer en banlieue, de donner de la taxe d'apprentissage, de créer de l'emploi pour les jeunes. Merci mille fois à Aya Hajej également, et merci donc à vous deux. Je rappelle qu'Adijane Emric, vous êtes directrice de l'école de la deuxième chance de Nantes-Saint-Nazaire. Aziz Seni, vous êtes président de Quartier d'affaires. Et quant à nous, nous pouvons nous retrouver sur le web où vous retrouverez toutes les émissions de Inclusion for Change, et nous nous voyons de nouveau dans un mois. Et d'ici là, portez-vous bien.